Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et nous continuons nos podcasts et celui-ci concerne la politique intérieure et nous en sommes au troisième volet. L'élimination de Aryeh Deri, un membre clé de la coalition de Netanyahou, a été largement perçue comme une décision politique de la part du tribunal. Une tentative de saper le nouveau gouvernement de Netanyahou en supprimant un membre clé et en espérant que cela forcerait le Premier ministre à choisir entre défier le tribunal ou détruire son propre gouvernement. Personnellement, au vu et su de la peine purgée précédemment par Aryeh Deri, je pense qu'il est inéligible. Mais bon, voici ce qu'on dit publiquement et dans les salons. La cible de l'action du tribunal, Deri, n'aurait pas pu être plus symboliquement frappante pour les partisans de la réforme. Voici un personnage principal, politicien religieux et oriental du pays, toujours traqué, disent-ils, par le système judiciaire, disqualifié par un panel presque exclusivement ashkénaze. Pour des motifs qui ont démontré une fois de plus la plasticité des arguments juridiques que la Cour utilise pour mater le cabinet et la Knesset. Certains des juges ont statué contre Deri en utilisant la norme très vague de ce qu'on appelle déraisonnable, que la réforme appelle, comme vous le savez, à abolir. D'autres causes ont également été citées, dont aucune ne reposait sur un fondement juridique particulièrement solide, selon les détracteurs encore une fois. Deri, cependant, est un politicien aguerri, et il a avalé la pilule amère sans retirer même son parti, le parti Chasse, de la coalition, et renverser le gouvernement de Netanyahou, estimant sans doute que la réforme est le meilleur pari à long terme dans la lutte pour la démocratisation ainsi que pour ses propres perspectives politiques. Le cœur des voix anti-réformistes en Israël appelle maintenant à plus qu'une simple protestation comme nous en sommes les témoins. Beaucoup, y compris les dirigeants de l'opposition politique qui a perdu les dernières élections, exigent la désobéissance civile, y compris une grève de la fonction publique, comme je l'ai dit dans un article de manière étonnante. Je crois que c'est un des seuls pays où le syndicat ouvrier et le patronat font alliance pour appeler à la grève, non des moindres. Vous vous rappelez cette image qui restera dans les annales du chef de la police en uniforme, passant au milieu de la manif et, non des moindres, applaudi et ululé comme, le grand serviteur de la révolution civile. Alors tout ceci vient, on pourrait dire, ce n'est plus à peine voilé, mais au vu et su de tous, comme des avertissements contre une telle éventualité, celle de mettre en œuvre la réforme judiciaire. Le cœur s'est également répandu dans la presse israélienne et aux appels sur la scène internationale. Les cris de ralliement des éditoriaux de Haaretz, étonnez-vous, se sont retrouvés dans les pages du New York Times, où le redoutable Thomas Friedman a appelé le président Biden à sauver la démocratie israélienne des forces des ténèbres. Apparemment inconscient de la contradiction d'appeler un dirigeant étranger à forcer l'impopulaire accord sur la majorité des citoyens d'un autre pays, ce qui s'appelle l'ingérence. Pour être clair, le mouvement de protestation contre la réforme judiciaire en Israël n'est pas véritablement un effort pour sauver la démocratie. Bien au contraire, il s'agit d'un effort pour sauver le pouvoir de l'élite progressiste et dirigeante de la démocratie, entre guillemets, israélienne. Pour quiconque souhaite examiner les détails, il aurait dû être tout à fait clair
que cette réforme allait en fait commencer à corriger l'anomalie de la juristocratie israélienne, ce qu'on appelle dans la littérature internationale le gouvernement des juges, et faire des progrès importants vers le rétablissement tout simplement d'un équilibre raisonnable entre les différents pouvoirs et branches du gouvernement, déplaçant Israël ou ramenant Israël au plus proche de la norme parmi les démocraties occidentales. Les réformes proposent de mettre fin à la situation intenable dans laquelle les conseillers juridiques de l'exécutif peuvent bloquer la mise en œuvre des orientations ministérielles et également détenir un droit de veto sur les décisions du Premier ministre et sur la politique du gouvernement dans son ensemble. Restreindre la capacité des juges d'annuler des règlements, des politiques ou des nominations à ce qui est illégal et leur interdire d'annuler ce qui est légal sur la base de leur évaluation, de ce que je rappelais précédemment, du caractère raisonnable, c'est-à-dire les préférences personnelles du juge d'une certaine manière. Légitimer la prise de pouvoir par laquelle le tribunal a déclaré que les lois fondamentales d'Israël, Chukei HaYesod, étaient des articles d'une constitution en cours d'élaboration, à Chouka, qui n'existe pas en Israël encore, en leur accordant un statut constitutionnel et en légalisant le contrôle judiciaire des lois fondées sur ces lois fondamentales. Mettre fin à la dérive scandaleuse de la Cour vers la demande de contrôle judiciaire des lois fondamentales, c'est-à-dire des Chukei Yesod, de ce qui sert aujourd'hui à une forme de constitution, mais qui n'en est pas une. Limiter le contrôle judiciaire des lois à l'ensemble du panel de tous les juges de la Cour suprême et uniquement à une majorité de 80% du panel juridique, ce qui pour l'instant ne devrait pas être très difficile à rassembler pour le tribunal car il s'agit de la proportion de juges progressistes et militants actuellement au sein même de la Cour. Accorder à la Knesset le pouvoir d'annuler une décision, d'annuler une loi à la majorité absolue de ses membres, 61, la loi promulguée ne sera valide que pour 4 ans, à moins qu'elle ne soit ratifiée par la prochaine Knesset. Permettre au tribunal d'empêcher la Knesset d'annuler ses décisions en annulant la législation à l'unanimité, auquel cas seule la prochaine Knesset pourra annuler la décision du tribunal en renvoyant effectivement la question aux électeurs. Changer la composition du comité qui nomme les juges pour briser le droit de veto de ces derniers sur la nomination de leurs collègues et donner à la coalition présente un avantage dans le processus dit. Étant donné le rythme auquel les postes deviennent vacants, il faudra un certain temps avant que la composition extrêmement progressiste de la Cour actuellement ne soit modifiée. Et puisque les coalitions vont et viennent, l'hypothèse est que chacune aura sa chance de nommer les juges et que le pouvoir judiciaire finalement pourra être relativement plus équilibré. Tout cela est certainement un pas dans la bonne direction, mais c'est loin d'être suffisant au dire des spécialistes, bien entendu, qui soutiennent la réforme. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a annoncé qu'il ne s'agissait que de la première phase de sa réforme prévue, la suite devant être révélée ultérieurement. Il faut espérer que la prochaine partie, ou les parties, comprendra la restauration du département des affaires intérieures, désormais si docile, de la police à son ancienne autorité, ainsi qu'un mécanisme fonctionnel de surveillance du bureau du procureur de l'État, dont nous voyons maintenant les effets déstabilisateurs se produire sous nos yeux. Loin de détruire le système judiciaire,
la réforme est susceptible de restaurer le respect que les citoyens israéliens avaient autrefois pour leur Cour suprême. Ils l'ont perdu depuis que cette dernière a tenté de dicter son programme progressiste, depuis ses rangs, son banc, contre la volonté des citoyens, est tout à fait déplorable pour la majorité de la population. Dans un sens profond et important, la réforme achèvera le mouvement amorcé par Menachem Begin, qui avait chassé les travaillistes du pouvoir en 1977, mais comme nous le savons tous, avait laissé la bureaucratie sous l'emprise des travaillistes, c'est-à-dire sous l'emprise de la vieille élite de gauche, et avait réussi à empêcher une démocratisation complète. Une tâche qui incombe désormais à Netanyahou. Oui, vous me direz aujourd'hui, alors que cela fait 20 ans qu'il est dans les alcôves et les couloirs du pouvoir. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les électeurs du Premier ministre, Netanyahou, ont clairement exprimé leur volonté. Soit il assumera ce fardeau, soit il perdra sa base. C'est clair. Il lui appartient maintenant de diriger ce navire sur la voie de la démocratie. Cela pourrait s'avérer être son défi le plus difficile à ce jour de sa carrière. Les menaces de désobéissance civile, voire de guerre civile, semblent farfelues pour l'instant, bien que, mais on ne peut jamais dire jusqu'où ira une élite désespérée, capable de rassembler des soutiens de l'extérieur du pays pour ne pas perdre son emprise sur le pouvoir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le mieux et le meilleur, comme d'habitude, et une bonne fête de Pessah en rassemblant toute la famille, tous les amis autour de la table, et peu importe quelle couleur nous soutenons, quelle foi est la nôtre, quelle croyance est la nôtre, quelle option politique est la nôtre, c'est le moment pour des gens sortis de l'exil de pouvoir s'asseoir ensemble, se rassembler autour de la table et pouvoir, malgré les différences, faire valoir et faire savoir que le peuple est un et que le peuple vit. Shalom, shalom, et Chag Sameach.